La Côte d'Ivoire va abriter le 27e congrès de l'Union postale universelle en 2020. La décision a été prise au 26e congrès de l'UPU qui a refermé ses portes hier à Istanbul, en Turquie. Le ministre ivoirien Bruno Koné-Dambangé prépare déjà ce 27e congrès. Nous sommes le 9 octobre aujourd'hui, c'est la journée mondiale du handicap. L'attention est donc portée sur les personnes en situation de handicap. Ici en Côte d'Ivoire, notre équipe de reportage a fait une incursion dans l'univers des non-voyants. Comment vivent-ils? Réponse dans ce journal. Et ce qui concentre l'actualité politique en Côte d'Ivoire, c'est le projet de nouvelle constitution. Des femmes donnent leur avis sur cet avant-projet. Pour elles, c'est un nouveau contrat social qui prend en compte leurs préoccupations. Les deux candidats à la Maison-Blanche se retrouvent ce soir pour un deuxième débat télévisé. Et pour Donald Trump, ce deuxième débat, à moins d'un mois de la présidentielle, pourrait bien sûr résumer à une tentative de calmer la tempête qu'il a lui-même provoquée. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. C'est la Côte d'Ivoire qui va abriter le 27e congrès de l'Union postale universelle en 2020. La décision a été prise au 26e congrès de l'UPU qui a refermé ses portes hier à Istanbul en Turquie. Et pour être à la hauteur de ce grand rendez-vous postal mondial, le ministre ivoirien Bruno Koné-Dambangé a multiplié sur place à Istanbul les rencontres avec plusieurs délégations ministérielles. Le reportage de notre envoyé spécial, Michel Digré. Le rideau s'est refermé sur le 26e congrès de l'Union postale universelle. Mais en 2020 à Abidjan, le ministre Bruno Koné veut faire mieux que les assises d'Istanbul. Pour relever ce challenge, il a eu plusieurs séances de travail avec les ministres en charge de la poste de différents États. Ceux de la Chine, de la Turquie et de la Tunisie ont promis à apporter le soutien de leur pays pour la réussite du 27e congrès de l'UPU en Côte d'Ivoire. C'est le défi de toute la Côte d'Ivoire, c'est même le défi de l'Afrique. Il nous faut réussir ce congrès. C'est une question de crédibilité pour nous-mêmes. Nous ajouterons une touche africaine, une touche ivoirienne pour faire de ce congrès un congrès inoubliable pour l'ensemble de la famille postale mondiale. La Poste de Côte d'Ivoire fera également sa mue pour accueillir l'événement. Notre ambition d'accueillir le congrès était sous-tendue par une autre ambition, celle de refaire de la Poste de Côte d'Ivoire une grande poste, une poste à la mesure des attentes des clients, une poste au même niveau que les meilleures postes dans le monde. C'est à ce prix-là que nous pourrons être dignes de recevoir la grande famille postale mondiale à Abidjan. Avec son élection au conseil d'administration de l'UPU et sa désignation pour l'organisation du congrès de 2020, la Côte d'Ivoire est de retour et a désormais son mot à dire dans la grande famille postale mondiale. Et nous sommes le 9 octobre aujourd'hui, c'est la journée mondiale du handicap. L'attention est portée sur les personnes en situation de handicap, handicapés physiques, psychiques ou visuels. Et à propos des handicapés visuels, notre équipe de reportage a fait une incursion dans leur univers. Comment vivent les non-voyants? Comment supportent-ils leur handicap? Arrive-t-il à s'insérer facilement dans la vie active? Élément de réponse avec Konaté Moussa. Une paire de lunettes pour se mettre à l'abri des regards. Jean-Luc est non-voyant depuis le bas âge. Aujourd'hui, la quarantaine révolue. Il ne vit pas sous le poids de son sort. Malgré son handicap, il ne perd pas le fil des doigts pour jouer des notes de piano. Une passion pour la musique qu'il transmet à des étudiants à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Nous devons avoir notre premier cours de piano classique. Et j'arrive en classe, je vois un professeur qui est assis sur le piano. Et puis bon, il est non-voyant. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il dit, comment un professeur qui est non-voyant va nous donner des cours de piano classique? Les étudiants, je ne les vois pas, je les entends, je les sens. Et comme au niveau de l'acte pédagogique, la parole et le geste comptent beaucoup, c'est sur ces aspects-là que nous mettons l'accent. On pourrait se demander comment je m'arrange à savoir qu'ils n'ont pas utilisé le doigt qu'il fallait pour telle ou telle note. J'étudie un peu la force des doigts de chaque étudiant. Donc ça me permet de savoir si le doigté utilisé il est correct ou pas. Perdre la vue
mais conserver son intelligence et se construire une identité. Nombreuses sont ces personnes souffrant de déficience visuelle qui arrivent à réaliser des œuvres. Françoise et Nicole en sont des illustrations parfaites. L'une spécialisée dans la tresse et l'autre conçoit des accessoires. Ce modèle-là, ça c'est 3 000 francs. Je fournis les mèches, je fais ça à 6 000. Le fait que mes clients apprécient ce que je fais, ça me motive encore de travailler. La première fois, je me suis demandé est-ce qu'elle va arriver. Mais ça fait plusieurs fois qu'elle me fait les tresses et je suis satisfaite. J'arrive à fabriquer les porte-clés. Bon, ce sont des animaux faits de pelle. Il y a le chien, le lapin, l'éléphant et le papillon. Il y a aussi les napperons pour les tables centrales et aussi les colliers pour les dames. C'est possible pour nous aussi de pouvoir avancer, montrer que l'handicap n'est pas un frein. Le handicap, pas un frein pour exprimer son talent. Retranché avec sa famille à Djibi Village sur la route d'Alépé, François fait de l'élevage. L'activité semble bien lui réussir. On vient de finir une production, nous sommes en phase de vide sanitaire. Ça s'apprend comment se déplacer dans la ferme sans marcher sur les poulets. On ne se chausse pas quand tu entres dans la ferme et il faut se déplacer avec délicatesse. Délicatesse et ce qui te permet de sentir le poulet quand ils viennent vers toi. Parce que si tu es chaussé, ce n'est pas évident de sentir les sujets qui viennent ou que tu vas toucher avec tes pieds. Donc, tu rentres sans des chaussures. Mais en l'appréciant, en le prenant aussi dans les bras, tu peux apprécier un peu les formes, voir s'ils évoluent. Bon, je me fais aider par un jeune homme que j'ai engagé. Le handicap peut cacher des compétences. Seule la volonté et la détermination permettent à ces personnes déjà défavorisées de mieux s'exprimer. Les prouesses réalisées par ces non-voyants le confirment. Le handicap n'est donc pas une fatalité. Et le handicap n'est pas une fatalité. Reportage réalisé par Konaté Moussa. L'insertion des jeunes dans la vie active reste aussi une préoccupation pour le ministre Sidi Touré. En mission en France dernièrement, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a rencontré les responsables de l'Organisation de coopération et de développement économique. Il a plaidé pour la prise en compte des jeunes Ivoiriens dans un projet de développement de l'OCDE. Explication Maïsako. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, entend travailler avec les centres de recherche de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, pour établir un diagnostic sur la situation des jeunes. Ces recherches devraient permettre d'éclairer les pouvoirs publics sur 4 domaines spécifiques que sont l'entrepreneuriat des jeunes, les chaînes de valeur au niveau des économies locales, l'analyse du marché du travail des jeunes et le coût de l'exclusion des jeunes. Un projet d'étude a été soumis à l'OCDE sur le thème « Implication des jeunes dans l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020 ». Le ministre ivoirien de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a fait un plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la composante jeune dans l'étude multidimensionnelle sur la Côte d'Ivoire. L'OCDE nous aide à consolider les outils qui permettent d'atteindre cette émergence. Donc c'est cela que nous venons analyser ensemble et quelles sont les études qu'il faut faire pour aboutir à cela. Donc les jeunes ont tout à gagner dans l'entretien que nous venons d'avoir avec les différents directeurs de l'OCDE. L'idée c'était justement de pouvoir discuter aussi de manière détaillée sur les sujets sur lesquels nous allons devoir continuer à travailler ensemble. Le ministre Sidi Touré a participé en tant que panéliste à la session 4 de la 16e édition du Forum international économique sur l'Afrique. Thème de cette rencontre, quelle alliance pour faire du développement durable des villes africaines une réalité? Et loin de Paris, ici à Abidjan, la 2e journée de l'entrepreneuriat féminin a refermé ses portes. L'une des décisions majeures prises, la création d'une maison des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Ce sera une maison de formation et de renforcement de leurs capacités. On en sait plus avec Juliette Ouya. Les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire visiblement satisfaites de leur participation aux 2e journées de l'entrepreneuriat féminin. Ça nous a permis d'avoir des contacts, puis ça nous a permis aussi de partager avec nos sœurs qui ont déjà l'expérience, celles qui ont déjà réussi l'entreprise, qui sont des leaders, elles nous ont enseigné. Je suis sortie très satisfaite
J'ai appris beaucoup des autres. Également, j'ai vu la détermination de la CGI à pouvoir aider les femmes ivoiriennes à sortir de la pauvreté et également à créer de l'emploi. Au nombre de leurs recommandations, la mise en place d'un fonds initial pour le démarrage de leurs activités et la création d'une maison des femmes entrepreneurs pour leur formation et autres coachings. Des requêtes que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, initiatrice des journées de l'entrepreneuriat féminin, s'engage à exécuter. Il y a eu pas mal d'engagements concrets, pas mal d'approches concrètes, avec des propositions qui peuvent être utilisées immédiatement. C'est aux femmes de prendre leur destin en main. Et nous, à la COCI, tout ce qui est en notre pouvoir, nous le ferons afin de créer un environnement propice au développement de l'entrepreneuriat féminin. D'autres structures, dont le ministère de l'économie numérique, ONU Femmes et la Banque africaine de développement, ont également promis de soutenir les dirigeantes de petites et moyennes entreprises pour faire prospérer leurs affaires. Prochain cap, l'édition 2017, avec une toute autre perspective. Comment sauver la commune de Koumassi qui se noie sous les eaux usées? Ce n'est pas tout. La plupart des voies sont dégradées, les infrastructures aussi. Le sujet a été évoqué au magazine du dimanche dans le journal de 13h présenté par Fatou Fofana. L'invité, le maire de Koumassi, Raymond Doyi, a fait un état des lieux et proposé des solutions pour le rayonnement de sa commune. Voyons un extrait de cet entretien. Pour être sincère avec vous, je vous dirais que Koumassi va mal. Nous sommes à un niveau de dégradation tel que ça devient inquiétant. Et c'est pour cela que nous sommes montés au créneau avec la RTI pour présenter certains aspects de ce que nous vivons. Parce que moi-même, habitant Koumassi, et avec les populations, nous avons atteint un niveau inquiétant de dégradation des infrastructures en matière d'assainissement et en matière de voirie. Il faut ajouter à cela que l'incivisme des populations a encouragé ce phénomène et nous avons donc au niveau du conseil municipal créé des services pour rentrer dans les maisons pour sensibiliser les uns les autres. Voyez-vous, quand les populations branchent les fosses septiques sur les routes, dans les caniveaux, ça ne peut que créer des dégradations comme celles auxquelles nous assistons. Il faut dire aussi que la crise n'a pas facilité les choses. Vous savez, la crise a eu pour conséquence d'abord de ne pas pouvoir entretenir les réseaux pendant une bonne période, puisque l'État était occupé à d'autres priorités. La crise a eu aussi pour conséquence l'incivisme des uns des autres. Aujourd'hui, vous avez non seulement ceux qui utilisent les trottoirs comme commerce, vous avez ceux qui s'attaquent au réseau électrique en coupant les fils pour mettre les quartiers dans l'obscurité et pouvoir opérer nuitamment. Vous avez aussi ceux qui s'attaquent aux édifices publics dès lors qu'il y a un petit mécontentement. Et tout cela conjugué fait que véritablement Koumassi est dans un état piteux. L'amélioration du cadre de vie des populations préoccupe aussi le FEM, c'est le Fonds pour l'environnement mondial. Ce fonds va aider notre pays à lutter contre la pollution, mais pour cela, il faut mettre fin aux embouteillages qui sont source d'émissions de gaz à effet de serre, selon le Fonds mondial pour l'environnement. En plus d'Abidjan, plusieurs capitales africaines vont bénéficier de ce projet de ville durable, nous explique Serge Koléa. De financement des projets environnementaux pour la protection et la sauvegarde de l'environnement, le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, a décidé de mettre en place le projet Ville durable. Financé à hauteur d'environ 70 milliards de francs CFA, ce programme concerne la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il va permettre de lutter contre la pollution industrielle et les embouteillages sources d'émissions de gaz à effet de serre. Le programme de Ville durable de la Côte d'Ivoire est composé de 2 sous-programmes. Il y a le programme de transport durable qui va permettre d'alléger ces problèmes d'embouteillage en agrandissant les voies, en créant beaucoup de ronds-points. Et le deuxième volet est un projet de pollution industrielle. Et la BAD, qui est agence d'exécution du FEM pour ce projet, ajoute à ces 2 programmes
un programme de gestion des ordures ménagères. Cette réunion des 8 pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, membres du Conseil du FEM, a surtout eu pour objectif principal la préparation de la 51e réunion de l'organisation qui se tient du 24 au 27 octobre 2016 à Washington. Il y a cette année particulièrement le point 8 qui va porter sur la reconstitution des ressources du FEM. Il faut qu'on comprenne tous les enjeux. C'est très important pour notre pays d'aller aussi capter les ressources que le FEM va mettre à la disposition de l'ensemble des pays en voie de développement. Né en 1991 de la volonté de la Banque mondiale, du PNUD et du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, comprend 183 pays membres répartis en 32 groupes ou circonscriptions. On part maintenant pour Elubo, à la frontière ivoiro-ghanéenne, d'où revient le directeur général de l'Office national d'identification. Il est allé s'imprégner du mode de fonctionnement des services d'immigration ghanéens et des mécanismes de contrôle du flux migratoire. Son ambition est affichée, déployer l'ONI aux différentes frontières. Hugues Vebli. Quels sont les mécanismes de contrôle en vigueur au poste frontière du Ghana voisin? Pour répondre à cette question, une délégation de l'Office national d'identification s'est rendue en territoire ghanéen. L'un des objectifs de cette mission, créer un cadre de concertation et d'échange avec les services d'immigration et de contrôle du Ghana. À Elubu, au poste frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, le directeur général de l'ONU, Konaté Diakalidia, et ses services en charge de l'immigration se sont imprégnés du fonctionnement des services d'immigration ghanéens au poste frontière. Nous avons compris l'application des mesures de la CEDEAO, les prescriptions de la CEDEAO en matière de libre circulation. Nous avons compris également comment différents services à la frontière, la douane, la police, la santé, comment ces services-là fonctionnent correctement en toute synergie. Également, nous sommes imprégnés des documents qui sous-tendent le fonctionnement de ces différents services, les formalités, les différents usages qui sont en cours à la frontière. Et je pense que nous sortons de cette visite de travail-là très satisfaits. La séance de travail au poste frontière de Noé est préparatoire à l'installation des points de contrôle de l'ONU aux frontières terrestres, aériennes et maritimes, activités inscrites dans la matrice des activités du programme de travail gouvernemental 2016. L'Office national d'identification veut s'appuyer sur l'expérience du voisin ghanéen et y apporter des améliorations en vue du déploiement prochain de ces équipes à tous les postes frontières. La Côte d'Ivoire, bientôt dotée d'un observatoire national pour le suivi du dividende démographique, c'est ce que veut l'Office national de la population. Les membres étaient en réflexion justement à Grand-Bassam. L'observatoire, je précise, est un outil de mesure des indicateurs sur la population pour donner des informations correctes aux décideurs. C'est ce que nous explique Herman Niamien. L'Observatoire national pour le suivi du dividende démographique qui va bientôt voir le jour est un outil de mesure des indicateurs sur la population pour permettre aux décideurs de disposer d'informations fiables afin de mieux planifier le développement. C'est un outil qui sera un outil riche en indicateurs qui va permettre la prise de décisions surtout, vulgariser les bonnes pratiques dans les régions. Il s'agit de pouvoir mesurer tout ce qui est phénomène démographique par région, voir les enjeux dans le pays et dans ces régions, trouver des solutions idoines qui vont leur permettre de mieux se développer. Plus la population est jeune, moins l'État a les moyens de pouvoir les prendre en charge et moins la production nationale est à la hauteur espérée. Et donc pour parer aux effets négatifs de la paupérisation, l'État de Côte d'Ivoire a obtenu de la Banque mondiale un financement qui, sur 4 ans renouvelables, permettra d'accélérer la transition démographique et donner un cadre de vie plus agréable à nos populations. La réduction de la mortalité maternelle, l'accès aux médicaments dans les zones les plus reculées du pays sont, entre autres, des questions auxquelles le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA attache du prix. La Côte d'Ivoire a un ratio de mortalité maternelle très élevé, 614 pour 100 000 naissances vivantes. Et pour adresser cette problématique, nous avons dans le plan national de développement plusieurs axes.
et parmi lesquels une approche centrée sur la révolution contraceptive. Le projet régional Autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, Suède, est une initiative financée par la Banque mondiale en coordination avec l'UNFPA qui cible 6 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Le conseil régional du Guémon vient de décaisser 1 milliard de francs CFA pour désenclaver le département de Fakobli. C'est un montant qui va servir donc à réhabiliter et à construire des infrastructures routières, scolaires et sanitaires dans le département. Doigt des lasers. Le département de Fakobli souffre depuis des années du manque d'infrastructures routières, éducatives et sanitaires. En saison des pluies, le tronçon reliant Quibli à Fakobli devient impraticable. Pour pallier ce problème, plus d'1 milliard de francs CFA ont été décaissés par le conseil régional du Guémon pour la réhabilitation des grands axes routiers, des établissements scolaires et des centres de santé du département de Fakobli. Une initiative pour désenclaver les villages et villes de la localité. Quibli-Fakobli n'était pas praticable il y a de cela 2-3 mois. Mais à l'heure où je vous parle, 59 millions ont été dégagés par le conseil régional. Et cette route a été reprofilée. Aujourd'hui, les populations passent à Nalandri, à Tiessan, à Baudrou et à Tenfakobli. Je pense qu'avec les investissements que nous allons obtenir avec les partenaires au développement, cette route sera goudronnée d'ici 2018. Au cours de cette cérémonie, les présidents des mutuelles de développement du département de Fakobli n'ont pas manqué de saluer cette action qui permet à leur localité d'amorcer son développement. La centre de santé de Colombie a été réhabilitée parce qu'il y a eu une tornade, ça a été décoiffé et on devait cotiser au moins des millions. Mais le conseil étant intervenu, on n'a cotisé aucun centime. Et c'est ce que la population demande. Moi, concernant mon village qui est Douedi, c'est le château d'eau que nous attendons impatiemment dans notre village. Et dans ses promesses, il a à faire ça parce que l'eau, c'est source de vie. De 2014 à 2016, 664 millions de francs CFA ont été investis dans le département de Fakobli pour la réhabilitation et la construction des centres de santé, des classes et des bureaux administratifs. Plusieurs réalisations du conseil régional du Guémon sont en cours pour un montant de 930 millions de francs CFA à Fakobli. On en arrive donc à la 3e République en question et vous savez ce qui concentre l'actualité politique en Côte d'Ivoire. C'est le projet de nouvelle constitution adopté en Conseil des ministres et qui est présentement entre les mains des députés. Ils vont se prononcer sur le test mardi en plénière. Mais avant, des femmes donnent leur avis sur cet avant-projet. Pour elles, c'est un nouveau contrat social qui prend en compte leurs préoccupations. Explication avec Sidonie Davila. Article 31. L'autorité parentale est exercée par les parents. Article 36. L'État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. Article 37. L'État œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. Ces articles concernent les femmes et font partie des dispositions inscrites dans l'avant-projet de constitution proposé au Parlement par le président de la République. Pour la présidente des femmes juristes de Côte d'Ivoire, association avec pour objet la protection des droits humains, ces articles réaffirment et renforcent les droits de la femme. L'avant-projet de loi réaffirme et renforce les droits de la femme en divers points que nous allons vous faire ressortir. Nous avons l'article 4, la prohibition de toute forme de discrimination fondée sur le sexe. Nous avons l'article 5, l'interdiction des mutilations génitales. Nous avons l'article 10 qui parle de l'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes. Compte tenu des pesanteurs socio-culturels, généralement, on n'amène pas les jeunes filles à l'école. La Constitution réaffirme le caractère obligatoire en ce qui concerne la jeune fille et le jeune garçon. Cet article 31 impose donc le principe de l'autorité parentale qui est ressorti dans la loi sur le mariage. Ça veut dire que l'autorité parentale est exercée par les parents, le père ou la mère ou la personne à qui cette autorité a été déléguée. À la loi sur l'égalité réelle entre hommes et femmes s'ajoute un ensemble de mesures destinées à promouvoir le respect de ces droits
et la juste représentation des femmes dans la société. Nous avons la parité, nous avons la promotion de la femme au niveau de l'emploi, au niveau des postes de responsabilité, dans la loi suprême. C'est une grande première. Il faut que nous, les femmes, nous ayons le courage, n'est-ce pas, de briguer ces postes. La place des femmes en politique a évolué au fil des années. Nombre d'entre elles ont désormais accès à des fonctions importantes. Cependant, des efforts restent à accomplir pour une parité plus complète, estime-t-elle. Nous savons que cette constitution affirme le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est vrai. Mais nous avons pensé que c'était là une très bonne opportunité pour renforcer cette affirmation du principe de l'égalité en allant un peu plus loin. C'est en ce sens que nous avons été la toute première organisation à organiser un atelier pour introduire le genre dans la Constitution. Pour les organisations de défense des droits de la femme, la Constitution de 2000 est limitée en la matière. Le gouvernement avait trouvé un début de réponse par la prise de certains tests, dont la loi sur le mariage. Avec cette nouvelle Constitution, il sera question d'aller plus loin. On n'a eu que la loi, mais les chiffres n'ont pas encore changé. Et nous allons travailler à cela. Mais c'est une base historique importante pour arriver à faire changer les donnes. À partir de la Constitution, qui est la loi suprême, nous allons sortir une loi avec des sanctions. On a du travail, mais nous avons besoin de l'ensemble des femmes et des hommes qui croient que ce pays ne pourra aller à l'émergence qu'avec les femmes et les hommes. Ce qui en rajoute à la satisfaction des femmes, c'est surtout le fait qu'elles aient été impliquées dans la mise en œuvre du projet. Malgré les réformes et d'évidents progrès, les femmes attendent de voir d'autres points figurer ou être renforcés. Il faut ajouter la question de l'accès à la terre des femmes rurales. Lorsque notre pays a connu les différentes crises, n'eût été les femmes rurales, la Côte d'Ivoire aurait connu le parachutage des vivres du ciel. L'autonomisation de la femme, c'est une prise en compte partielle. On aurait souhaité, n'est-ce pas, qu'elle soit affirmée. Ce que nous souhaitons, c'est que nous continuions avec cette mobilisation de toutes les femmes de Côte d'Ivoire autour de cette constitution. D'abord, connaître les dispositions pratiques destinées aux femmes. Quand l'Assemblée va décider, et on va se retrouver, soit pour nous réjouir, parce que c'est historique, et soit pour comprendre la constitution, soit pour faire des propositions pour la mise en application, parce que le plus dur arrive. Avec toutes ces mesures, selon elle, une partie du combat pour l'émancipation des femmes est en passe d'être gagnée à condition d'une application effective des dispositions des tests. Et c'est cela, le prochain combat qu'elles entendent mener. Et le maire de Cocody invite les populations de sa commune à voter en faveur du oui lors du référendum. Ngouan Akamatias, également membre de la coordination RHDP de Cocody, est allé à la rencontre de sa population pour échanger avec elle sur l'avant-projet de nouvelle constitution. Salima Toudia, Hermaniamien. Opération sensibilisation par Ngouan Akamatias. Le maire de Cocody saisit la pêche que lui tend sa population à travers une cérémonie de reconnaissance pour parler nouvelle constitution. Le coordinateur du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de Cocody, lance un appel. Il y a quand même 223 000 électeurs, ceux qui sont sur la liste, électeurs à Cocody. Donc il faut que ces 223 électeurs nous donnent le maximum de voix. Nous sommes en train de faire la promotion du oui. Il faut que la population de Cocody vote massivement le oui. L'avant-projet de constitution actuellement débattu à l'Assemblée nationale semble faire écho favorable auprès des jeunes de Cocody. Aujourd'hui, une décision ne peut pas se prendre dans un pays sans que la jeune ne se prenne pas. Et nous avons vraiment pris connaissance et nous savons de quoi il s'agit. Et nous décidons ensemble d'aller suivre notre maire et de dire au référendum. Le coordinateur du RHDP entend continuer dans les jours à venir la promotion du oui auprès des 223 000 électeurs de Cocody. Et je vous invite maintenant à faire un tour dans le monde avec le 7 sur 7. C'est l'actualité qui retrace les faits marquants de la semaine, de l'Amérique à l'Europe via l'Asie et l'Afrique. Et cette semaine a été marquée par le passage de l'ouragan Matthew qui a fait
Près de 900 morts en Haïti, sans oublier la tenue du deuxième débat prévu cette nuit entre Hillary Clinton et Donald Trump, ce dernier rattrapé par un aspect de son passé. Les bombardements massifs du régime syrien, aidés par la Russie sur Alep, ont suscité l'indignation des pays occidentaux. À bout de patience, Washington jette l'éponge. Lundi, la Maison-Blanche a annoncé qu'elle suspendait ses pourparlers avec la Russie sur un cessez-le-feu. Le mardi, le Parlement européen a adopté la ratification de l'accord de Paris, 610 voix pour, 38 contre. Le Conseil peut alors procéder à l'adoption de la décision des États membres visant à contenir le réchauffement sous le seuil de 2 degrés Celsius. Dans un contexte de crise économique, le Nigeria cherche à renflouer ses caisses. Mercredi, la présidence a confirmé la mise en vente de 2 jets privés appartenant au gouvernement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a soutenu unanimement le jeudi le Portugais Antonio Guterres. Il devrait remplacer Ban Ki-moon au secrétariat général des Nations Unies. Le président colombien Juan Manuel Santos s'est vu décerner vendredi à Oslo, en Norvège, le prix Nobel de la paix. Malgré le rejet de l'accord de paix avec les FARC par les populations, les organisateurs du prix apprécient tout de même ses efforts pour mettre fin à 52 ans de guérilla. Les résultats des législatives au Maroc, communiqués ce samedi, donnent vainqueur le Parti islamique. Reconduit pour un mandat de 5 ans, le PJD, Parti Justice et Développement, confirme ainsi sa position dominante sur l'échiquier politique marocain. La côte sud-est des États-Unis a sans doute évité le pire. L'intensité de l'ouragan Matthew a baissé d'un cran depuis ce week-end lors de son passage. Rien de comparable en Haïti où l'ouragan Matthew a causé la mort de près de 900 personnes. Le pays a décrété depuis ce dimanche un deuil national de 3 jours. Ce dimanche également, Donald Trump affrontera pour la 2e fois Hillary Clinton. Suite à la révélation de ses propos sexistes, des ténors républicains décident de ne plus voter pour le milliardaire et lui demandent de se retirer de la course présidentielle. Le candidat républicain, ainsi lâché, aborde en très mauvaise posture ce 2e débat télévisé. Et c'est à l'avantage de la candidate démocrate Hillary Clinton qui avait déjà pris une longueur d'avance lors du premier débat le 27 septembre dernier. Voilà, et c'était le 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde en 7 jours avec Sidonie Davila. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve demain à 20h.